Pour le déjeuner, ils prirent tous les 4 des sandwichs préparés par les cuisines de Poudlard le matin même, puis s'installèrent dans un silence agréable. Le jour était devenu clair, la lumière intense, et le soleil brillait comme un diamant sur les collines et les bois. La gelée matinale s'était dissipée, laissant la terre à vif, comme brûlée. Dressés sur un tapis de feuilles mortes, les arbres squelettiques jetaient vers le ciel leurs branches dénudées. Après avoir lu un moment, Ralph s'endormit. Victoire feuilleta sa pile de magazines, puis elle quitta le compartiment pour chercher d'éventuels amis qu'elle pensait être dans le train. Ted enseigna à James les règles d'un jeu appelé CB, cible et bâton, qui demandait d'user de sa baguette pour faire léviter un morceau de parchemin plié en triangle. D'après Ted, chaque joueur utilisait sa baguette, le bâton, pour faire léviter son parchemin, la cible, mais aussi le pointeur. Le jeu consistait à guider la pointe de son triangle dans une zone de but déterminée, en général un cercle dessiné sur une des faces du triangle, tout en empêchant l'autre joueur de marquer. Au cours du trimestre, James avait fini par maîtriser le sortilège de lévitation, mais il n'était pas du niveau de Ted, qui réussit sans peine à le bloquer et à déplacer sa cible hors de portée avant de marquer plusieurs buts avec un bing retentissant. « L'important est de s'entraîner, James, dit Ted, et je joue à ce jeu depuis ma première année. Parfois, nous formons des équipes et utilisons de plus grosses cibles, comme le buste de Godric Gryffondor de la salle commune. J'avoue être responsable du fait que son oreille gauche ait été recollée à l'envers. À l'époque, je ne maîtrisais pas très bien le sortilège Réparo. Et quand ça a été le cas, je m'étais habitué à sa nouvelle tête. Pour tout dire, je la préfère. » Quand le Poudlard Express s'arrêta enfin, quai 9 3/4, c'était déjà le crépuscule, et le ciel avait pris une pâle couleur mauve. James, Ted et Ralph attendirent le dernier soubresaut du train qui s'arrêtait, puis ils se levèrent, s'étirèrent et sortirent du compartiment. Un porteur récupéra leur ticket, puis, avec un sortilège Axio, extirpa plutôt brusquement leurs malles du compartiment bagages et les expédia sur le quai. Victoire rejoignit les 3 garçons alors qu'ils empilaient leurs bagages sur un chariot. « Je suis censé vous accompagner jusqu'au vieux QG, dit Ted en faisant l'important, les épaules rejetées en arrière, la tête haute. Ce n'est pas bien loin, mais avec toutes les arrivées prévues, tes parents sont plutôt débordés ce soir, James. Albus et Lily sont aussi en vacances aujourd'hui. » Le petit groupe passa sans problème à travers le portillon caché qui séparait le quai 9 3/4 du reste de la gare et se mêla aux moldus qui arpentaient fébrilement King Cross. « Tu ne sais pas conduire, Ted, » protesta Victoire. « Et nous pouvons difficilement monter à 4 sur ton balai. Alors comment vas-tu faire ?»« Tu as raison, bien sûr, » répondit Ted. Il s'arrêta net au milieu du hall et regarda autour de lui. Les voyageurs moldus couraient, de ci, de là, emmitouflés pour la plupart dans d'épais par-dessus et des chapeaux fourrés. L'immense plateforme résonnait d'agitation et de bruit. Les trains étaient annoncés par la voix stridente des haut-parleurs, mais on entendait quand même, en arrière-fond, des chants de Noël qui passaient en boucle. « Alors nous sommes coincés, » dit Ted en levant un sourcil. « À mon avis, on peut considérer qu'il s'agit d'une urgence. »« Ted, non !» cria Victoire en le voyant sortir sa baguette et la dresser vers le ciel. Il y eut un craquement sonore qui renvoya des échos dans toute la gare, mais aucun des moldus ne sembla l'entendre. Une énorme masse violette émergea des hautes portes vitrées, sous la voûte, au bout du hall. C'était bien entendu le Magicobus. En voyant Ted lancer le signal, James y avait immédiatement pensé, mais il ignorait que le bus, spécial dépannage du monde magique, pouvait se déplacer hors des routes tracées. Les yeux écarquillés, il vit le gigantesque autobus à 3 niveaux se faufiler parmi la foule, sans jamais ralentir. Le Magicobus freina d'un coup sec, juste devant Ted. Les portes coulissantes s'ouvrirent à l'avant, et un sorcier portant un bel uniforme violet en émergea. « Bienvenue dans le Magicobus, » annonça-t-il légèrement hautain. « Le bus pour les sorciers et sorcières en détresse. Mais quand même, nous sommes au beau milieu de la gare de King Cross. Vous auriez pu avancer jusqu'à la sortie. »« Bonsoir, Frank, » répondit calmement Ted. Il tendit la malle de Victoire au receveur. « C'est à cause de ma mauvaise jambe.
Une vieille blessure de Quidditch qui se réveille au pire moment. Une vieille blessure de Quidditch, répéta Frank entre ses dents, tout en rangeant les malles l'une après l'autre dans une niche derrière la porte. C'est ça. Par la dernière dent de mon arrière-grand-mère, mon garçon. Tu as un fichu culot. Si tu me fais encore une fois ce coup-là, je te colle une amende d'1 galion. Ralph ne semblait pas très enthousiaste à l'idée de monter dans le bus. Ted, tu as dit que la maison n'était pas loin, ce QG. Peut-être qu'on pourrait juste marcher. Avec un froid pareil, protesta Ted en affichant un air horrifié. Et avec une telle blessure à la jambe, ajouta Frank d'un ton aigre. Ralph finit par monter à la suite des autres, et la porte claqua dans son dos dès qu'il eut atteint la dernière marche. Au coin de Saint-Pancréas et Saint-Chaaderny, annonça Ted, avant de s'accrocher ferme à une poignée d'étain au-dessus de sa tête. Tiens-toi bien, Ralph, dit James en faisant comme Ted. Le chauffeur hocha la tête, le visage sombre, puis il agrippa son volant comme s'il avait l'intention de l'arracher. Ensuite, il accéléra. Ralph, malgré les avertissements de James, avait omis de se tenir quelque part. Quand le magicobus fonça en avant, Ralph bascula en arrière, tomba sur l'un des lits qui, étrangement, était installé à l'arrière du bus. Il n'y avait aucun siège. Grommela le sorcier endormi sur lequel Ralph était tombé. L'homme releva la tête de son oreiller. On est déjà arrivé à Grosvenor Square. Le chauffeur réussit un demi-tour incroyable, contourna un groupe de touristes agglutinés devant le panneau des départs, puis traversa comme une fusée le hall de la gare. Il zigzaga entre les hommes d'affaires, attachés case en main, et les vieilles dames, appuyées sur une canne. Droit devant, il y avait les grandes portes vitrées, et James était quasi certain que le magicobus ne pourrait passer sous la voûte. Puis, il se souvint que le bus l'avait déjà fait, en sens inverse. Il s'accrocha davantage. Sans même ralentir, le magicobus passa l'entrée comme une montgolfière dans un trou de souris. Puis, il émergea dans la rue. Le trafic était intense et le bus vira sur 2 roues. « J'ai entendu dire que nous aurons de l'oie ce soir au dîner », hurla-t-elle à James alors que le bus traversait un carrefour encombré. « Oui », répondit James sur le même ton, pour se faire entendre malgré le vacarme. « Créature tient absolument à servir un grand dîner pour fêter notre retour. »« J'adore cette petite horreur », cria-t-elle avec un sourire. « Est-ce que Ralph s'en sort ?» James tourna la tête. Ralph était toujours vautré sur le lit du sorcier, qui s'était rendormi. « Ça va !» hurla Ralph en voyant les 2 autres le regarder. Il était accroché à 2 mains au barreau du lit. « J'ai trouvé une casquette où j'ai pu vomir. » Quelques minutes plus tard, le magicobus tourna brutalement au croisement où la rue Saint-Chad rencontrait le square Argyle, puis pila. Curieusement, le silence soudain parut encore plus dangereux que le trajet lui-même. L'énorme bus violet restait immobile, enveloppé d'un nuage de gaz d'échappement. Quand les portes s'ouvrirent, Ted, James, Victoire et Ralph descendirent, le dernier sur des jambes flageolantes comme s'il avait bu. Frank jeta à Ted un dernier regard mauvais, puis il déposa soigneusement sur le trottoir les malles des 4 jeunes gens avant de leur souhaiter un très joyeux Noël. Les portes se refermèrent. 1 seconde après, le magicobus avait repris sa course folle. James le vit disparaître au bout de la rue et y faire une pirouette matériellement impossible. « Bon, ça a marché comme sur des roulettes », dit Ted avec entrain, tout en attrapant sa malle et celle de Victoire par leurs poignets, pour avancer vers une rangée de maisons d'aspect banal. « C'est quel numéro ?» demanda Ralph, qui tirait un brin essoufflé son énorme valise. « Numéro 12, c'est juste là », répondit James. Il était si souvent venu à l'ancien quartier général de l'Ordre du Phénix qu'il avait oublié que l'endroit n'apparaissait pas aux non-initiés. Mais Ralph s'arrêta au bas des marches, le front plissé, les sourcils froncés. « Oh, c'est vrai », dit James en se retournant. « D'accord, Ralph, pour le moment tu ne peux pas le voir, mais la maison est quand même là. 12 square Grimaud, entre le 11 et le 13. Autrefois, c'était la maison de famille du parrain de mon père, Sirius Black, et il la lui a léguée dans son testament. C'était aussi le quartier général de l'Ordre du Phénix, à l'époque où ses membres combattaient Voldemort. Alors, il l'avait protégé avec les meilleurs sortilèges de secrets et de désillusions possibles, jetés par les plus puissants sorciers de l'époque. Ça a marché des années,
jusqu'au moment où un mange-mort a suivi ma tante Hermione durant un transplanage. Enfin, peu importe, la maison appartient toujours à mon père. En général, nous n'y vivons pas. Mais Créature la garde en état. Je n'ai strictement rien compris, dit Ralph avec un soupir. Pour le moment, j'ai juste froid. On peut rentrer ? James prit son ami par la main et le tira sur la première marche du perron qui montait vers la maison. Ralph vacilla, puis retrouva son équilibre et leva les yeux. Il resta bouche bée, puis un lent sourire émerveillé éclaira son visage. James avait oublié la première fois où il s'était rendu dans le vieux quartier général. Mais d'après les descriptions que lui avaient fournies d'autres personnes, il savait comment la maison se découvrait aux nouveaux initiés. Tout à coup, elle émergeait entre les numéros 11 et 13, en repoussant les deux autres pour se faire de la place, comme un homme le ferait dans une foule serrée, entre deux spectateurs. James ne put s'empêcher de sourire devant la stupéfaction de Ralph. « J'adore la magie !» dit Ralph avec conviction. Quand James claqua la porte d'entrée derrière lui, sa mère émergea de la cuisine au bout du couloir. Elle s'essuya les mains sur un torchon et se précipita vers lui. « James !» s'écria-t-elle en le prenant dans ses bras, le soulevant presque du sol. « Maman !» protesta James, à la fois ému et embarrassé. « Arrête, tu vas faire fondre la choco-grenouille que j'ai dans la poche. »« Tu as encore l'âge d'embrasser ta mère après 4 mois de séparation !» rétorqua-t-elle. « Ah, Ginny !» intervint Ted en prenant un ton sinistre. « Tu sais ce que c'est. Un jour il marche à peine, accroché à ton tablier, et le lendemain il t'emprunte un balai pour draguer la greluche. Franchement, le temps passe trop vite. » Avec un grand sourire, la mère de James se tourna vers Ted et le prit également dans ses bras. « Ted, tu ne changeras jamais. Sois le bienvenu. Toi aussi, Victoire. Au fait, ton chapeau est superbe. » Ralph ne put s'empêcher de gémir, mais la mère de James continua avant même que Victoire n'ait le temps de se plaindre et de rapporter l'incident qui rendait ce chapeau obligatoire. « Tu dois être Ralph, bien sûr. Harry m'a parlé de toi, et dans ses lettres, James le fait souvent aussi. Je m'appelle Ginny. J'ai entendu dire que tu étais surprenant avec une baguette. »« Où est papa ?» demanda très vite James, empêchant à nouveau Victoire de parler. En sortant du bureau ce soir, il est passé chercher Andromeda. Il ne devrait pas tarder. Tous les autres arriveront demain. « James !» hurlèrent 2 voix, tandis que retentissaient des pas précipités. « Ted ! Victoire !» Lily et Albus passèrent devant leur mère. « Qu'est-ce que tu nous as apporté ?» demanda Albus, planté devant James. « Je reviens de Poudlard, l'école des sorciers, » répondit James d'un ton hautain. « Et je vous ai rapporté... des câlins. » Il serra Albus contre lui dans une étreinte d'ours. Albus se débattit en riant, mais quelque peu mécontent. « Non, je voulais des ballons gomme du Bullard. Ils en vendent dans le Poudlard Express. Je t'avais dit de m'en acheter. » Ted s'accroupit et embrassa Lily. « Je t'ai apporté quelque chose qui te plaira, mon petit cœur. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle soudain intimidée. « Tu devras attendre jusqu'à Noël. Je suis certain que ta mère a prévu de la poudre de dragon, pas vrai ?»« Ted Lupin, espèce de vaurien !» s'exclama Ginny. « Ne la taquine pas avec de faux espoirs. Allez, venez tous maintenant. Créature a passé l'après-midi à vous préparer ce qu'il appelle un thé digne de ce nom. Ne vous empiffrez pas trop, sinon vous n'aurez pas faim pour le dîner de ce soir. Et si vous n'appréciez pas son noix, il va bouder tout le week-end. » Une demi-heure plus tard, Harry arriva avec la grand-mère de Ted, Andromeda Tonks, et le reste de la soirée fut animé. Un véritable tourbillon de nourriture délicieuse, rires heureux et nouvelles partagées. Contrairement aux prédictions de James, il s'avéra que ni Harry, ni Ginny n'avaient écouté le débat de Poudlard. Mais Andromeda Tonks l'avait fait, et elle était toujours folle furieuse contre Tabitha Corsica et sa clique. Fort heureusement, elle ignorait que Ralph avait fait partie de l'équipe B, et Ralph ne fut que trop heureux de rester discret sur le sujet. « Ne t'inquiète pas, » murmura Ted à Ralph au moment du dessert. « Si elle l'apprend, je prétendrai que tu étais une taupe qui travaillait pour nous. Ma grand-mère adore les histoires d'espionnage. »
Créature était toujours le même. Il s'inclina très bas devant James, une main sur le cœur. « Maître James qui revient de sa première année d'école », marmonna-t-il de sa voix de crapaud. Créature a préparé l'appartement du jeune maître, selon ses désirs. Le jeune maître et son ami voudraient-ils un autre sandwich au cresson? Grâce à Créature, la maison était parfaitement entretenue, et l'elfe s'était même donné la peine de la décorer pour Noël. Malheureusement, la conception qu'avait Créature d'une décoration adéquate était quelque peu particulière. Zane aurait apprécié son humour. Il y avait dans les couloirs de nombreux anciens elfes de maison accrochés au mur. Un rappel que les anciens propriétaires pur sang de la demeure, les Blacks, avaient maintenu les traditions serpentards, et chaque tête portait une fausse barbe blanche, un petit chapeau rouge en cône et des clochettes aux oreilles. Créature les avait ensorcelés pour qu'ils chantent à Noël, dit l'elfe à James et à Ralph d'une voix indignée. Mais la maîtresse a décidé que ce serait un peu trop animé. Mais Créature aime bien les chansons. Comme l'elfe semblait tenter de réinstaller son sortilège, James lui assura que c'était une excellente idée et qu'il essaierait d'en convaincre sa mère. En fait, il ressentait une curiosité morbide à l'idée de voir et d'entendre les têtes chanter. Durant toute la soirée, Lily et Albus suivirent James et Ralph comme des petits chiens, ne cessant de réclamer une démonstration de ce que les deux garçons avaient appris au cours du trimestre. « Allez, James, dit Albus, fais-nous léviter quelque chose. Lily, par exemple. »« Non, cria sa sœur, choisis plutôt Albus et jette-le par la fenêtre. »« Vous savez très bien tous les deux que je n'ai pas le droit de pratiquer la magie en première année, dès que je quitte Poudlard, dit James d'un ton las. Je risque des ennuis. Papa dirige le bureau des aurores, idiot. Personne ne te dira rien. C'est une question de responsabilité, rétorqua James le visage grave. Quand vous serez grand, vous comprendrez ce que ça signifie. Tu parles, se moqua Albus. C'est juste que tu n'y arrives pas. Tu ne sais pas faire un sortilège de lévitation. Tu dois être nul comme sorcier. En fait, tu es peut-être un craquemolle, le premier craquemolle de la famille Potter. Maman va en mourir de honte. Décidément, Albus Débilus, tu n'as pas changé. Toujours aussi pipelette. Ne m'appelle pas comme ça. Comment? Albus Débilus? Ou Pipelette? S'enquit James avec un sourire. Tu sais pourtant que Albus Débilus est ton vrai nom. C'est ce qui est écrit sur ton acte de naissance. Je l'ai vu. Albus Débilus, se mit à chanter Lily en tournant autour de son frère. Albus se jeta sur James et le renversa sur le tapis. Plus tard, à l'heure du coucher, alors que James et Ralph remontaient l'escalier vers la chambre de James, ils passèrent devant une lourde tenture qui dissimulait une partie du mur. Un marmonnement étouffé s'entendait derrière le rideau. « C'est la vieille Madame Black, » expliqua James. « Elle est complètement siphonnée. Chaque fois qu'elle nous voit, elle hurle et prétend que notre présence souille la maison de ses ancêtres. Mon père et le professeur Londubat ont tout tenté pour se débarrasser du tableau de la vieille chouette, mais il est bien accroché. Mes parents ont même envisagé de faire tomber le mur, mais c'est impossible, c'est un mur porteur. À mon avis, si on le fait, les étages supérieurs vont nous dégringoler sur la tête. En plus, aussi étrange que ça paraisse, Créature y tient beaucoup. C'était son ancienne maîtresse. Elle a de bonnes chances de rester éternellement dans la famille. » Quand Ralph jeta un coup d'œil derrière la tenture, il fronça les sourcils. « Elle regarde la télévision ?» James haussa les épaules. « Mon père a eu cette idée il y a quelques années. Nous avions ouvert la porte principale pour faire entrer un nouveau canapé, et la grand-mère a vu une télévision portable dans le camion du livreur. Pour la première fois depuis que nous la connaissions, elle a arrêté de parler. Alors, mon père a engagé un peintre sorcier pour ajouter une télévision sur son portrait. La vieille chouette adore les reality shows. Depuis qu'elle a la télé, elle est devenue moins pénible. » Ralph laissa tomber le lourd tissu damassé qui à nouveau cacha le tableau. Il entendit cependant la voix d'un animateur demander à la télévision. « Madame Drakmon, quand avez-vous réalisé pour la première fois que votre chien avait le syndrome de la tourette ?» Dans la chambre de James, Créature avait rajouté un lit pliant pour Ralph. Sa valise avait été soigneusement placée au pied du lit, et sur chaque oreiller, il y avait une pomme de pin enrubannée, ce qui était de toute évidence l'idée de Créature,
pour évoquer Noël. Les deux garçons, après une brève toilette, enfilèrent leurs pyjamas et se mirent au lit. « Autrefois, dit James d'une voix déjà ensommeillée, cette chambre était celle du parrain de mon père. »« Cool, marmonna Ralph. C'était un black, non? Et il était comment? Sympa ou zinzin, autant que la vieille chouette sur le portrait? D'après mon père, c'était l'un des meilleurs hommes qui soit. Il faudra que je t'en parle un jour. Il a été accusé de meurtre et emprisonné pendant 10 ans. » Il y eut un moment de silence, puis la voix de Ralph résonna dans l'obscurité de la chambre. « Tu sais, vous autres les sorciers, vous pouvez être franchement bizarres des fois. » James eut un grand sourire. Peu après, les deux garçons s'étaient endormis.